Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission des Jeux. Au programme de ce 5e numéro, nous irons à la découverte de la boccia, un sport de boules apparenté à la pétanque et au programme des Jeux paralympiques. Nous irons également à la rencontre de l'équipe de France de volleyball, championne olympique en titre. Au menu également, l'interview tac au tac de la judoka titrée à Tokyo en 2021, Clarisse Agbenienou. Commençons donc cette émission en prenant des nouvelles de la flamme. Elle est arrivée à Marseille le 8 mai dernier sur le Bélème avec le nageur Florent Manodou. L'artiste marseillais Jul a été ensuite le premier à allumer le chaudron olympique. La flamme a alors pris la direction du sud-est, de la Corse puis du sud-ouest. Son parcours s'achèvera à Paris le 26 juillet prochain lors de la cérémonie d'ouverture. Côté sportif, bonne nouvelle pour l'équipe de France. En effet, les Bleus seront bien présents dans tous les sports collectifs à Paris, alors que la plupart des équipes comme le hand, le rugby ou encore le football étaient qualifiées d'office. L'équipe de France masculine de basket 3-3 est allée chercher son billet lors du tournoi de qualification olympique à Debrecen en Hongrie. En dominant la Mongolie, les tricolores ont pris l'une des 3 dernières places pour aller à Paris. À 100 jours des Jeux paralympiques, le comité d'organisation a publié un manifeste sous forme d'une vidéo pour inciter les Français à venir dans les stades du 28 août au 8 septembre. Par cette campagne, portée par le visage et la voix de 3 para-athlètes, Pauline Desroulèdes, Arnaud Assoumani et Gaël Rivière, le COJOP tente de trouver une solution face au faible engouement que suscite actuellement la billetterie de ces Jeux paralympiques. Son nom signifie boule en italien, mais ses origines sont nordiques. La boccia est le sport paralympique le plus pratiqué au monde. En tant que pays hôte, la France a déjà son ticket en poche. Léo Maillard et Marc Gauquet sont allés à la découverte de cette discipline, en compagnie de Mathilde Troude, membre de l'équipe de France. Est-ce que vous connaissez la boccia? Moi non, jusqu'à il y a quelques jours, et pourtant, ce handisport qui ressemble à la pétanque est une discipline paralympique depuis 1984. Et pour la 2e fois dans l'histoire des Jeux paralympiques, la France aura une équipe. Donc on se devait quand même de vous montrer un petit peu ce que c'est. On y va ? Pour vous montrer, on a infiltré le championnat de France de boccia à Sainte-Luce-sur-Loire, près de Nantes. Alors là, c'est Mathilde Troude. Elle pourrait faire partie de la sélection officielle cet été pour les Jeux paralympiques. Et elle va passer là dans moins d'1 heure dans ce championnat de France, donc c'est le stress là. Alors la boccia, c'est un sport paralympique qui s'apparente à la pétanque. On a le jack, c'est la même fonction du cochonnet en pétanque, qui est blanc. Et le but, c'est de se rapprocher le plus proche de ce jack. Et soit les joueurs sont en bleu ou sont en rouge. Et le but, en fait, c'est d'avoir le plus grand nombre de balles de la même couleur autour du jack, donc la balle blanche, afin d'avoir le plus de points. C'est un match qui se fait d'habitude en 4 manches. Si à égalité, il y a une manche en or. Enfin, mon avis à moi, je trouve que ça s'apparente du coup à la pétanque. Mais j'aime bien aussi faire le parallèle avec le curling et les jeux d'échecs. Parce qu'en fait, avec le curling, c'est une histoire de mesure, de pousser, parce que tout est mesuré. C'est des heures d'entraînement qu'on passe à juste envoyer des balles dans le vide pour marquer des repères et avoir les bonnes notations. Et le jeu d'échecs parce qu'en fait, il faut anticiper le coup de ce qui va se passer après. Il y a 4 catégories, BC1, BC2, BC3, BC4. Et après, ça diffère en fonction du handicap. Je fais partie de la catégorie BC3. C'est la catégorie avec rampe, parce que du coup, je ne peux pas lancer à la main. Et du coup, qui est accompagné par un assistant pour gérer le matériel, etc., qui est dos au jeu. Il laisse, comme les autres assistants, les dos au jeu et il ne parle pas du tout avec Mathilde pour ne pas la déconcentrer et pour ne pas influencer sur le jeu. C'est bon pour moi. Je pense que c'est le rêve de tout sportif. C'est vrai que ce que la boccia soit aux Jeux paralympiques, c'est magique. La boccia a une longue histoire. Elle remonte à la Grèce antique et est aujourd'hui pratiquée dans 75 pays dans le monde, dont la France depuis assez peu de temps. À partir de 2007-2008, la Fédération française handisport a voulu créer ce qu'on appelle une commission vraiment spécifique boccia. Au niveau de la Fédération handisport, on est à 3100 pratiquants, dont 650 compétiteurs. Les épreuves de boccia se dérouleront fin août, début septembre à l'Arena Paris Sud, de quoi rendre jalouse la pétanque qui, elle, n'a pas le droit à sa discipline olympique.
Championne olympique à Tokyo en 2021, l'équipe de France masculine de volley-ball remettra son titre en jeu cet été à Paris. À domicile, les Bleus seront forcément très attendus. Kevin Guinel les a rencontrés lors de leur préparation. C'est l'œil des volleyeurs français sur ce tournoi olympique à domicile. Ça va être le plus grand rendez-vous de notre carrière, ça va être quelque chose de fou et c'est même difficile de se projeter. Dans quelle ambiance va être la salle, dans quel état émotionnellement nous on sera. On peut parler des finales de Tokyo, on peut parler des finales de Ligue des Champions, on peut parler des finales de championnat, ça va être complètement différent. Ce truc-là, on va le prendre en pleine gueule et tu peux te préparer que le jour où tu le découvres. Je pense qu'on le vivra qu'une fois. J'ai porté la flamme il y a 2 jours et j'ai vu l'engouement en fait, la ferveur des gens. On ressent cet engouement en fait quand on est en France et quand on voit les images un petit peu du relais de la flamme. Il faut que nous on soit dans notre bulle pour nous préparer, utiliser cet engouement, pas que ça nous pèse sur les épaules, mais vraiment qu'on l'utilise pour se sublimer. Il y aura toute la France derrière nous. J'ai entendu qu'il n'y a plus de place déjà pour le volley. Les gens attendent à ce qu'on performe vu qu'on a gagné les derniers JO. Je m'attends à une fête énorme en fait, une ambiance dans la salle pour tous les matchs. Exceptionnel. J'ai vécu ceux de Rio et Tokyo. Ce que vont voir les gens à Paris, ça va être inoubliable, je pense. On sera à la maison. Je réalise pas encore aujourd'hui, mais déjà l'atmosphère qu'il y a quand on joue dans une salle en France, c'est incroyable. Mais là, on est à la maison pendant les Jeux Olympiques avec je sais pas combien de milliards de personnes qui seront là, mais ça va être incroyable, ça va être incroyable. Vous en avez désormais l'habitude, il est l'heure de retrouver le débat de la rédaction. L'une des attractions de ces Jeux Olympiques de Paris sera l'arrivée du breakdance ou breaking comme sport additionnel au même titre que le surf, le skate ou l'escalade. Alors est-ce une bonne ou une mauvaise idée? C'est le débat qui oppose aujourd'hui Bruno Alvarez et Victor Boutonnat. Je suis pas un expert, mais je pense que la présence du breakdance au JO de Paris, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée parce que ça va être, à mon avis, très spectaculaire de voir ça sur la place de la Concorde. C'est issu du monde de la culture hip-hop, né à New York, et forcément, ça va être très grand public. Alors moi, je suis pas du tout d'accord avec toi, Bruno. Pour moi, le breakdance n'a pas sa place au JO. Déjà, pour moi, l'argument du comité olympique d'attirer les jeunes est un peu bancal. Les jeunes, ce qu'ils regardent, c'est pas le breakdance, c'est plutôt le e-sport. Donc cet argument-là, pour moi, on le balaye. Mais je pense que ça va être très grand public et je pense qu'au contraire, ça va intéresser les jeunes et en particulier ceux qui ne se seraient peut-être jamais intéressés au JO sans le breakdance. Et puis ça va réveiller de vieux souvenirs nostalgiques qui se remémoreront le film 8 Mile avec Eminem. Certes, mais si on part sur le plan sportif, on peut avoir de grandes chances de médailles avec le karaté qui a été laissé de côté avec Steven Dacosta ou même avec la pétanque, qui est en plus un sport typiquement français. Ça aurait été vraiment l'occasion de les voir à Paris. Certes, la pétanque, ça aurait été sympa, ça avait ce côté un peu cliché, même presque carte postale, un peu franchouillarde. Mais honnêtement, je pense que ça va être très grand public et le breakdance, il ne faut pas négliger qu'on aura une très bonne chance de médaille dans ce domaine. Et on voit qu'on a déjà le skateboard comme sport urbain. Est-ce que le breakdance, un deuxième, il y en avait forcément besoin? Je suis pas sûr, surtout que c'est assez compliqué à filmer et on sait que ça avait quand même fait grincer des dents le skate à Tokyo. Ouais, mais j'insiste, Victor, sur le côté médaillable de la discipline. On a Danny Dan qui est l'un des favoris, qui plus est, il est de Hennebont, c'est un breton. Je pense qu'il peut nous ramener l'heure. Certes, c'est un bon argument, mais aussi il faut écouter les gens de la communauté du breakdance. Il y a une grosse partie qui considère ça plus comme un art que comme un sport, donc il faut aussi prendre ça en compte. Elle sera l'une des plus grandes chances de médaille française en judo. Clarissa Agbenienou, sextuple championne du monde dans la catégorie des moins de 63 kg, est également championne olympique en titre. C'est notre interview tac au tac concoctée par Gaspard Brément. Mon meilleur souvenir, je dirais que c'est les Jeux Olympiques à Tokyo. Ma prise favorite, j'en ai plusieurs, mais on va dire qu'hier j'ai mis beaucoup d'Uranage, on va dire Uranage. Ma routine musicale, j'en ai beaucoup, j'écoute de l'afro house, après ça dépend des moments de la journée, ou après je peux écouter vraiment en moment de relâche, du zouk, des musiques de piano, donc j'écoute vraiment de tout. Avant les compétitions, je mange souvent des féculents pour me remettre un apport en glucides. Ensuite, je me fais un petit jus de légumes. J'ai des boissons d'effort et de récupération, donc jus de raisin Saint-Thior, après une perte de poids. Ou j'ai aussi
une boisson que je fais maison et c'est pour récupérer et avoir un peu plus de sucre et d'apport. Ma petite superstition, j'aime bien sauter, frotter mes pieds par terre, marcher, donc c'est une petite routine. Je range mes médailles dans un enfoncement chez moi où il y a l'escalier. Mon plus beau combat, j'en ai beaucoup, mais je dirais quand même la finale olympique avec Tina Trestenjak. Mon dernier rêve, je me voyais là en vacances, en train de profiter, de visiter et de grimper des montagnes. Ma plus grande fierté, c'est Athéna. Vous le savez, dans l'émission des Jeux, nous sommes à votre écoute et nous essayons de répondre à vos questions. Ce mois-ci, c'est Mathis qui nous a interpellés sur le sujet des médailles. Salut Ouest France, j'ai vu que parfois aux Jeux Olympiques, il arrivait qu'il y ait 2 médailles de bronze dans une même épreuve et j'aurais voulu savoir pourquoi. Alors oui Mathis, c'est vrai que dans la tradition, les 3 meilleurs athlètes sont récompensés par 3 médailles seulement. Une d'or, une d'argent, une de bronze, on en a l'habitude. Mais une tradition perdure dans les sports de combat où il y a 2 médailles de bronze. C'est le cas notamment de la boxe, du judo, du taekwondo et de la lutte. Et alors pourquoi ? Eh bien en boxe, c'est plutôt simple, ça s'explique par le fait qu'il n'y a pas de combat pour la 3e place. Les demi-finalistes perdants récupèrent la médaille et cela existe depuis les Jeux d'Helsinki en 1952. Pour les 3 autres disciplines, c'est un peu plus complexe, c'est lié directement au système de repêchage. En effet, les athlètes qui ont perdu en 8e ou en quart contre l'un des finalistes, ils se retrouvent et disposent donc d'une 2e chance. Les vainqueurs de ces matchs s'opposent ensuite aux demi-finalistes perdants du tableau principal, ce qui fait qu'il y a 2 matchs pour la 3e place et donc 2 médailles de bronze. Président du comité d'organisation de ces Jeux de Paris 2024, Tony Estanguet a dit « C'est le secret le mieux gardé des JO. Qui sera le dernier ou la dernière à porter la flamme olympique pour allumer la vasque lors de la cérémonie d'ouverture le 26 juillet prochain ?» Gabriel Chanéac est allé à la rencontre des Parisiens pour leur demander quelle personnalité pourrait avoir cet honneur. Yannick Noah, parce qu'il représente la France et que c'était un champion. Moi. Un Teddy Riner. C'est un très bon judoka qui représente bien la France à l'international, donc en vrai pourquoi pas. C'est pas mal Teddy Riner. Le Teddy Riner, ça peut être la Villénie, sauteur à la perche. Tupac Shakur. Ouais. Ça me ferait grand plaisir de le voir pour la flamme olympique. Excuse-moi que j'ai une connerie. Franchement, Zizou, un petit Zizou, Zinedine Zidane, une fierté française, intergénérationnelle. Sur le coup, j'ai pensé à Zidane parce que c'est quelqu'un qui fédère beaucoup. Thomas Pesquet, moi j'ai pensé à lui. C'est quelqu'un qui est très simple, qui est agréable. Eric et Ramsey. Parce qu'il représente bien l'humour français en général. Les JO, c'est ouvert à d'autres gens que les sportifs, donc oui. C'est bien que tout le monde puisse porter la flamme. C'est déjà la fin de ce 5e numéro de l'émission des Jeux. N'hésitez pas à commenter et à repartager cette émission. C'est Margot Kay qui vous donne rendez-vous le mois prochain. En attendant, notre magazine numérique, l'édition des Jeux, est déjà disponible sur le site internet Ouest France.